Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent. Cette vidéo c'est un petit peu le bilan de ce set 2. Là l'arrivée du set 3 est imminente, et en fait j'ai peut-être pas présenté assez de decks, peut-être pas assez de coups de cœur dans ce set 2 finalement. Mais surtout en fait, fan de ce set, il y a eu de nombreux tournois, notamment nous dans la communauté autour de Montpellier, dans le sud de la France. Et donc j'ai surtout train sur Carabast, en physique aussi, en réel. Donc j'avais moins le temps aussi de préparer des vidéos, tout simplement. Et j'ai train particulièrement deux decks, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si je vous les présente en une seule vidéo, c'est surtout qu'ils ont une même base commune. Alors pas la base rouge, qui est aussi commune, mais surtout une base de cartes. Il y a vraiment une donnée de cartes qui est commune à ces deux decks. Et c'est pour ça que je vais vous présenter. Il y a des petites différences que je présenterai aussi. Dans cette vidéo, je vais vraiment pas analyser, je vais vraiment pas aller dans la liste, je vais aller très vite, mais je vais là tout de suite vous expliquer ma réflexion. Tout part d'un showdown où je perf et je fais top 3 avec le Han Solo rouge, mais qui était une version, une première version, parce que la nouvelle que je présente, il n'y a que du rebelle, quasiment que du rebelle dedans, et la précédente, il n'y avait pas que du rebelle. Et voilà. Mais l'idée de base, que ce soit pour Lando comme pour le Han, c'était d'avoir des decks qui paraissaient en premier abord très aggro, et qui le sont en fait réellement, mais surtout, là où les gens vont penser que c'est seulement aggro, je voulais vraiment qu'il y ait un late game, un end game qui soit assez conséquent, aux alentours de 7-8 cartes qui peuvent vraiment faire le endgame, et surprendre voilà, l'adversaire en se disant bah, oui, je pensais pas qu'il allait sortir un Dragon Crate, ce qui est vraiment la carte que j'ai mis en x3 dans chacun de ces decks. Et donc ma réflexion, elle naît de ça. Je tournais autour de l'affinité rouge parce que de base pour Han Solo c'est la carte agressivité que j'affectionne particulièrement, et après pour Lando ben, le côté smuggle avec le Chewbacca etc. Voilà. Vraiment basé sur les cartes à gros coups en ressources. Avant de commencer la présentation, on n'oublie pas de présenter le partenaire de cette chaîne, Torek, avec ses tapis de jeu. Et s'il vous plaît ne faites pas comme moi, j'ai commandé un tapis, j'ai pas utilisé mon propre code promo. C'est totalement vrai, j'ai pas bénéficié de mes moins de 10%. Donc s'il vous plaît, si vous faites une commande, faites-le. Utilisez le code promo BROTHERS, BRAWTHERS, et bénéficiez de 10% de réduction sur l'achat d'un tapis de jeu. Sinon, comme moi, ben, vous payez plein pot le prix. Et c'est dommage, on peut payer un petit peu moins cher, ben, on le fait. Allez, la présentation, vous allez voir, ça va aller très vite. Hein. Pour présenter très brièvement les deux personnages, ben, on a Han Solo côté rouge, donc double rouge. Ce qui est intéressant, c'est de jouer des unités pour 1 de moins, bon, avec des dégâts. Donc plutôt que l'adversaire, si on considère que voilà, lui joue une unité à 2, nous on joue une unité à 3, même si elle est blessée. En étant double rouge, c'est là qui est intéressant avec Han Solo pour toutes les cartes de double affinité rouge. En l'occurrence Lando, voilà, toujours axé sur ce rouge, mais avec du jaune. Comment dire, avec ce jaune, il va nous apporter plutôt un côté discard, gestion de la main de l'adversaire, je dirais, avec étincelle de la rébellion, Kira, des choses comme ça, où voilà, on va discard, on va voir la main de l'adversaire. C'est tout cet aspect-là qui m'intéressait, et surtout l'effet de Lando, on va pouvoir jouer une carte contrebande, elle coûte 2 de moins, et on dit aussi qu'on élimine une ressource qu'on possède et contrôle. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si on a volé une ressource avec DJ, on ne peut pas éliminer la ressource qu'on a volée puisqu'on la contrôle, mais qu'on ne la possède pas. Concernant les cartes endgame dont je vous ai parlé, donc on a 2 exemplaires de Mace Windu. Donc ce qui est intéressant, c'est l'embuscade et qu'on peut éliminer une menace adverse qui a 5 points de vie ou moins, puisqu'on le tue avec l'embuscade de Mace Windu. Et puis, vu qu'on l'élimine, il se redresse, il crée une menace pour l'adversaire, et donc ça force l'adversaire à le gérer. Donc c'est très intéressant. Chewbacca, il est bleu, donc évidemment aucun des deux decks n'est bleu, mais l'effet contrebande, généralement, la statistique générale de contrebande, c'est que la carte, elle coûte 2 de plus en ressources. Là, en l'occurrence, avec Chewbacca, ça coûte seulement 1 de plus, donc on estime qu'on est rentable en termes de coût de contrebande. Et l'affinité change, donc c'est rouge, donc c'est intéressant que ce soit pour Lando. En plus, on va pouvoir utiliser la capacité de Lando en payant 2 de moins, donc on le sortira à 7. Ou avec Chewbacca, avec Han Solo, ben, on est rouge, donc c'est bon, ça fonctionne très bien. Dragon Crate en x3, ben, c'est vraiment l'unité qu'on veut sortir à tout prix en fin de game pour faire basculer la game et gagner. On va dire que je considère que Podamron c'est une unité late game, bien qu'avec Han Solo on peut le sortir à 4 ressources en lui mettant 2 dégâts.
C'est pas ce qu'on va préférer parce qu'il est trop fragile, il peut se faire takedown, mais bon, c'est surtout son body 6-6 que je considère comme un body assez late game. Et pour Han Solo, plus spécifiquement le deck d'Han Solo, on a un Rancor Sauvage en un seul exemplaire, qui est une 6-8, une fois joué on met 2 dégâts à chaque votre unité terrestre, c'est sympa parce que ça peut terminer des petites unités si ça floude, et la nacelle d'attaque de la guérilla, là on va l'utiliser avec le pouvoir d'Han Solo, donc on va payer que 5, et avec l'aplomb ça va devenir une 6-4, et pour peu qu'il y ait une base, la nôtre ou celle de l'adversaire, qui ait 15 dégâts sur la base, ben, il arrive redressé, et donc on va pouvoir tout de suite taper, et ça c'est très puissant. Surtout avec Assaut Rebelle, ben, on va taper à 1 de plus, on va faire même bénéficier de l'effet d'une autre carte, on va pouvoir faire un gros rush, c'est très fort. Maintenant, concernant les événements qui sont communs aux deux decks, déjà on a Karabast, qui vraiment est mieux que Ouvrir le Feu, c'est-à-dire que si Karabast et Ouvrir le Feu et que je veux en mettre un en ressources, je mets clairement Ouvrir le Feu en ressources. Pourquoi? Karabast avec Han Solo, ben, vu qu'on joue des unités pour un de moins mais qu'elles sont déjà de 2 dégâts, ben, Karabast pour 2 ressources on tape à 3. Et en début de game c'est très important d'économiser une ressource par rapport à Open Fire pour pouvoir jouer d'autres unités et gérer une unité. Avec Lando, la strat ça va être que le tour où on déploie Lando, vu que Lando il a quand même 5 points de vie, on va pouvoir faire un trade, garder notre Lando blessé et utiliser Karabast pour infliger des dégâts. Et donc on peut infliger 3 jusqu'à 4, voire 5 dégâts avec Karabast si Lando a 4 dégâts sur lui. Et donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Bon, du coup, Open Fire, ben, c'est de la gestion. Là en fait, ce qui est commun aux deux decks, c'est voilà, 7 cartes qui sont vraiment du contrôle en dégâts. Parce que dans le rouge, c'est que infliger des dégâts, le contrôle. Du côté de Lando, comme j'ai dit au tout début, on va avoir voilà, de la discard, donc étincelle de rébellion, on voit vraiment la main et c'est nous qui choisissons la carte qu'on discard, c'est ultra fort, limite si on est premier joueur et qu'on a ça en main, c'est la première carte qu'on joue, parce que ça peut vraiment ruiner un T1 d'un adversaire. Totalement, ça m'est arrivé plusieurs fois vraiment de ruiner, et je pense que je gagne la game grâce à ça. Et pillage après, voilà, en fin de game, ou mid-game, quand l'adversaire il a 2-3 cartes, ça peut vraiment ruiner pareil, le tour d'un adversaire. Faire un tour à blanc pour 4 ressources, si l'adversaire il avait 2 grosses unités, qu'on les vire, ben, l'adversaire il fait un tour à blanc. C'est super fort pour Lando. Et pour Han Solo, la carte qui est contrôle, c'est agressivité évidemment, ben, que je présente plus. Bon, c'est vraiment, pour l'instant, à la fin de ce set 2, c'est ma carte préférée du jeu. Littéralement, sans exagération, vraiment, c'est ma carte préférée. Donc les unités qui sont communaux au deck, Red 3, très fort en spatial, surtout que voilà, Lando qui gagne Red 1, c'est vraiment sympa, vraiment taper à 3 avec le perso qui sort tour 4, ça fait penser à Sabine un petit peu, ça donne des bons airs d'aggro. K2SO, avec Lando, je vais le mettre en seulement 2 exemplaires, même si vraiment j'ai longuement hésité à le mettre en 3, j'expliquerai juste après pourquoi. Han Solo, lui, par contre, c'est 3 en 3 exemplaires, le K2. Cassian, que ce soit les 2 decks, c'est 3 exemplaires, sans hésiter. A-Wing, pareil, parce que c'est un très bon starter. Et Sabine, disons que Lando, on a vraiment besoin de maximiser nos chances de l'avoir en T1, tandis qu'avec Han Solo, je l'avais mis en 3 exemplaires, je l'ai retiré parce que c'est plus situationnel, c'est où on l'a au tout début, ou sinon après, peut-être le 3 exemplaires, il nous gêne, et la piocher trop tard, des fois, c'est pas la meilleure chose à avoir. Concernant les unités qui sont différentes dans chaque deck, je vais vraiment présenter la decklist entière après, parce que sinon j'aurais pas la place sur l'image là. Donc voilà, j'ai présenté la decklist de Lando et de Han Solo. Évidemment, les decklists sont disponibles en description de la vidéo. Si jamais vous voulez regarder que l'image, vous faites pause parce que on va dire que je vais pas épiloguer sur la decklist entière. C'est vraiment juste une présentation visuelle. Je vais juste aborder 2-3 aspects et on est parti avec Han Solo tout de suite. Donc évidemment, on a DJ en 3 exemplaires et Tech en 3 exemplaires. Et quand je parlais de gestion de main, etc., déjà on a Chopper qui peut embêter en un seul exemplaire. Et si je reprends point par point, on a les 3 étincelles de la rébellion pour discard. On a, je regarde en même temps, le K2SO, on peut utiliser l'option, plutôt que d'infliger des dégâts, de discard une carte de la main. Tout comme Poe Dameron. Plutôt que d'infliger des dégâts, des fois on va discard une propre carte de notre main si on a plus de cartes que l'adversaire pour lui discard. Étant donné qu'on a pillage et étincelle de rébellion, et
si vraiment l'adversaire ne reste qu'une carte en main, c'est évident qu'on lui enlève pour qu'il ne joue pas. Tant pis si au lieu d'infliger 6 dégâts avec au lieu d'infliger 8, parce que c'est 6 plus 2, on inflige que 6, waouh, que 6, et bien on le fait quand même. Kira, c'est qu'un seul exemplaire, parce que le body 3-5 pour 4 ressources, c'est moyen, mais quand l'adversaire il a que une ou deux cartes, qu'on voit les deux cartes, qu'on sait qu'il y en a une qui a plus de chances d'être jouée et que ça l'embête, et bien on nomme la carte en question, ça coûte 3 de plus, donc des fois l'adversaire ne peut même pas la jouer. Encore une fois, tour à blanc. Le but avec Lando, c'est de créer... il y a un ventre mou en termes de ressources avant d'arriver jusqu'au Dragon Crate ou Chewbacca, d'empêcher l'adversaire de jouer. Et ça, c'est très important de maîtriser ça avec Lando rouge. Bon, pour résumer en quelques points, comment jouer ce deck Lando rouge? Bon, évidemment, il y a la mécanique Tech DJ pour voler une ressource adverse, pour très vite voilà, accélérer. Attention que c'est pas comme avec le Han Solo 1, c'est-à-dire le Han Solo jaune, on peut pas se débarrasser de cette ressource adverse et il y a forcément un moment où il la récupérera. Donc il faut vraiment avoir le bon timing. Mais sinon, au tout début, il faut vraiment jouer très agressif, c'est-à-dire poser le plus d'unités possible, taper la base, jusqu'à la sortie de Lando, donc à 4 ressources. Une fois que Lando est sorti, il faut vraiment pas taper la base forcément avec Lando, mais gérer les unités adverses pour, si on peut éliminer une unité, c'est très bien, et avec Karabast, c'est-à-dire pour 2 ressources, pouvoir éliminer une autre unité. Et là, vraiment, pour seulement 2 ressources, en gérer 2, c'est très fort. Comme j'ai dit juste précédemment, il va y avoir un ventre mou T4, T5, T6, où vraiment, c'est la discard qui va vous permettre de tenir. C'est vraiment empêcher l'adversaire de jouer qui va vous faire tenir, parce que sinon, vous aurez pas assez de coffre, on va dire, en termes d'unités. Il y a vraiment trop de decks en face qui risquent de prendre l'ascendant. Si jamais vous êtes en galère afin d'atteindre les dernières ressources, n'hésitez pas à sortir Chewbacca à 7 ressources grâce au pouvoir de Lando. Il arrive sur le board, il élimine une unité dont les PV restants sont 5 ou moins, et surtout c'est une 4-10 à plomb, ça fait très peur, à moins que l'adversaire il ait un réveil folle, votre Chewbacca il a des chances de rester, de créer une grosse menace adverse, pour tenir jusqu'à l'arrivée de un Windu ou un Dragon Crate. Et voilà, et ensuite si vous arrivez jusque là, généralement c'est synonyme de victoire. Et maintenant le deck Han Solo, double rouge. Donc la pièce maîtresse, je répète encore une fois, c'est agressivité, notamment dans la méta actuelle contre les Boba, que ce soit un Boba jaune ou Boba vert. Au moment où le Boba sort qui met l'armure, vous pétez l'armure, sachant que très peu s'y attendent, et vous mettez 4 dégâts, et si avec vous, votre Han Solo, vous le sortez, vous avez de quoi éliminer le Boba. Généralement, vous éliminez une grosse menace qui est constituée dans les decks Boba, et franchement, ça marche bien à ce niveau-là. Donc, si vous regardez bien dans ce deck, vous n'avez que du rebelle, sauf le late game, c'est-à-dire Poe Dameron, le Rancor Sauvage, Mace Windu, Chewbacca et le Dragon Crate. Dragon Crate, j'aurais aimé qu'il soit rebelle. Petite parenthèse. Non, mais du coup, que du rebelle, c'est intéressant pourquoi pour le lieutenant de flotte, et c'est intéressant pour assaut rebelle, c'est-à-dire que si vous avez 2 unités qui sont posées, au moins 2 unités, voire plus, hein, et que vous voyez que l'adversaire n'a pas de quoi l'éliminer tout de suite, vous prenez l'initiative, et en début de phase, hop, assaut rebelle, vous mettez des dégâts monstrueux, notamment avec le Guerilla Pod, et notamment si vous avez le Raid 3 qui est posé, parce qu'on a aussi beaucoup d'unités héroïsme. Les combattants de la liberté, c'est super fort, surtout si on voit que l'adversaire part aérien au T1 et que vous l'avez en première action. Vous le jouez avec le pouvoir d'Han Solo, donc il a 2 blessures, c'est pas grave, mais à chaque fois que vous allez jouer des cartes, ça va être 1 dégât à la base, c'est super fort. Cri de ralliement, j'ai gagné 3 games pour l'instant à mon actif grâce à ça. J'ai notamment fait taper un insurgé partisan à 7 une fois grâce au Bentic de tube, parce que évidemment les raids 2, donc tout ce qui est quantifiable se cumule, donc le raid 2 du insurgé partisan, pardon, le raid 2 du Bentic de tube et le raid 2 du cri de ralliement. Donc voilà, le Cassian d'or, c'est très fort pour le sortir redressé, on l'utilise principalement en contrebande. So Guerrera, c'est très fort contre le contrôle, puisque les contrôles vont devoir s'infliger des dégâts à leur base. Et une particularité de ce deck quand même, c'est de préciser qu'il y a quand même peu d'unités T1, c'est-à-dire une ressource ou 2 ressources, mais cumulé avec les unités qui coûtent 3 ressources, avec la capacité de Han Solo, une unité qui coûte 3 ressources, hop, on la fait passer à 2 ressources, bien qu'elle soit endommagée de 2 dégâts, c'est pas grave.
Ça fait donc du coup tout s'accumuler beaucoup d'unités qu'on peut jouer T1, et c'est ça qui constitue aussi une force de ce deck, c'est-à-dire que toutes ces unités à 3 ressources, on peut les jouer T1, même si elles sont blessées, ou sinon plus tard dans le jeu, si on les joue à 3 ressources, elles auront plus d'impact que des cartes en main qui vaudront une ressource ou 2 ressources. Allez, on va présenter notre plan de jeu avec ce Han Solo double rouge. Donc T1, T2 confondus, on va essayer de jouer 2 unités lors d'au moins un de ces 2 tours. C'est-à-dire, je m'explique. À la fin du T2, il faut qu'on ait joué au moins 3 unités. Si on peut en jouer 4, c'est encore mieux. En fait, il faut savoir flirter voilà, avec le danger de jouer trop de cartes et de cramer sa main et de jouer plein d'unités. Mais si vous ne savez pas jouer de cette manière ou que ça vous fait peur et que vous êtes plus safe, ne jouez pas Han Solo double rouge. Jouez un Han Solo bleu, jouez un Han Solo vert. Mais là, vraiment, le but, il faut se mettre en danger, il faut utiliser la capa et mettre des unités qui ont peu de points de vie, mais c'est vraiment la force de ce Han Solo double rouge avec des unités qui synergisent avec le fait qu'elles soient rouges, notamment l'insurgé partisan, Bentic de tube, le Freedom Fighter, etc. Justement, si on se met en danger, ça revient à ce que j'avais dit avec Lando tout à l'heure, en utilisant la capa de Han, on peut aussi gérer avec seulement 2 ressources, et c'est là que c'est important par rapport à Open Fire, seulement 2 ressources, on peut utiliser Carabas pour gérer une unité qui nous gênerait. Et bien que notre unité à nous, elle soit déjà en plus vulnérable, étant donné qu'elle a déjà 2 dégâts. Si vous avez agressivité en main de départ, bon, à moins que votre main ne soit que des unités aucun T1, c'est vraiment une exception, sinon conservez votre main parce que l'agressivité, ça fait vraiment le café, c'est vraiment trop fort. Ne pas oublier d'utiliser la capa de Han sur la nacelle guérilla, parce que c'est vraiment trop fort, ce serait bête, c'est même bête d'utiliser la guérilla à 6 ressources. C'est mieux d'utiliser la guérilla à 5 ressources et qu'elle soit blessée en fait. C'est mieux qu'elle soit blessée, vraiment. Et ne pas hésiter à claim s'il y a 2 unités rebelles pour commencer la prochaine manche par assaut rebelle. Et souvent, voilà, comme j'ai dit, il y a des synergies, puisque c'est un solo rouge, et donc on peut taper encore plus fort que l'effet bénéficié par assaut rebelle. Voilà, j'espère que ce petit recap de ces 2 decks différents, bien qu'ils aient beaucoup de choses en commun, vous a plu. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.